Fin des années 1940, des chercheurs russes ont gardé 5 personnes éveillées pendant 15 jours en utilisant un gaz expérimental basé sur des stimulants. Ils étaient enfermés dans un environnement scellé afin de pouvoir contrôler leur consommation d'oxygène de manière à ce que le gaz ne les tue pas. Étant donné qu'ils n'avaient donc que des microphones et des fenêtres de verre épais d'une douzaine de centimètres en forme de hublot qui permettaient de les surveiller, la chambre était équipée de lits d'appoint, sans literie, de l'eau courante, de toilettes et contenait des livres et suffisamment de nourriture sèche qui puisse tenir 5 pendant un mois. Bonjour, c'est Ravageur. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du sommeil russe. Le sujet test était de prisonniers politiques jugés ennemis de l'État durant la Seconde Guerre mondiale. Tout s'était bien passé pendant les 5 premiers jours. Les sujets ne se plaignaient que rarement, car on leur avait promis qu'ils seraient libres s'ils acceptaient de subir le test et de ne pas dormir pendant 30 jours, bien que la libération fût hors de question. Leurs conversations et leur activité étaient surveillées, et on a pu noter qu'ils parlaient d'incidents de plus en plus traumatisants dans leur passé. Le ton de conversation devenait beaucoup plus sombre après le 4e jour. Au bout du 5e jour, ils ont commencé à se plaindre à propos des circonstances et des éléments qui les avaient amenés ici, là où ils se trouvaient, et à montrer des signes de paranoïa sévère. Ils ont arrêté de parler et semblaient penser. Ils ont arrêté de parler et, à la place, se sont mis à parler au microphone ou au miroir, sans teint des hublots. Curieusement, ils semblaient pouvoir gagner la confiance des scientifiques en se retournant contre leurs camarades, les autres sujets de captivité avec eux. Les chercheurs ont tout d'abord proposé qu'il s'agissait d'un effet secondaire du gaz. Après 9 jours, le premier d'entre eux a commencé à crier. Il courait à longueur de la chambre, en hurlant à plein poumon pendant 3 heures sans discontinuer. Mais il n'arrivait qu'à produire de temps en temps des petits couinements. Les chercheurs ont pensé qu'il s'était déchiré les cordes vocales. Le plus surprenant dans ce comportement, c'est la manière dont les sujets ont réagi. Ou plutôt n'ont pas réagi. Ils ont continué à murmurer à l'attention des microphones jusqu'à la seconde où les cris ont commencé. Les captifs qui ne criaient pas ont alors désossé les livres qui ont enduit toutes les pages avec leurs propres excréments, leurs crottes. Il les a collés sur les verres des hublots. Les cris ont rapidement arrêté. Les murmures adressés au microphone également. Fin du rapport. Trois jours se sont écoulés. Les chercheurs vérifiaient le micro chaque heure pour être sûr qu'il fonctionnait. Car elles pensaient qu'il était impossible que 5 personnes enfermées dans une pièce ne produisent aucun son. La consommation d'oxygène dans la chambre indiquait qu'ils devaient être tous les 5 en vie. En fait, elle correspondait à la quantité d'oxygène que 5 personnes consommeraient pendant un exercice physique extrêmement ardu. Le matin du 14e jour, les chercheurs ont fait quelque chose qu'ils n'avaient dit qu'ils ne feraient aucunement. Ils ont utilisé l'interphone de la chambre en espérant provoquer une quelconque réponse des détenus. Ils avaient peur qu'ils soient morts dans un état végétatif. Ils ont annoncé: nous allons ouvrir la chambre pour tester les microphones. Restez loin de la porte et allongez-vous sur le ventre par terre, ou vous serez battu. Si vous respectez ces règles, l'un de vous gagnera la liberté. À leur grande surprise, ils ont entendu une seule phrase prononcée d'une voix calme. Nous ne voulons plus être libérés. Des débats ont éclaté entre les chercheurs et les forces militaires qui finançaient le projet. Comme il était impossible d'obtenir d'autres informations en utilisant l'interphone, ils ont finalement décidé que la porte de la chambre serait ouverte à minuit le 15e jour. La chambre a été vidée du gaz stimulant et remplie avec de l'air frais.
des voix provenant de micros ont immédiatement commencé à protester. Les 3 voix différentes ont commencé à supplier, comme s'il allait de la vie, de l'amour, comme s'il en allait de la vie, de l'amour, de leur vie, de remettre du gaz. La chambre a été ouverte et des soldats ont été envoyés à l'intérieur pour retrouver les sujets tests. Ils ont commencé à hurler plus fort que jamais et les soldats ont rapidement fait de même lorsqu'ils ont vu ce qui était à l'intérieur. 4 des 5 sujets étaient toujours vivants. Ils n'étaient pas qualifiables de vivants. Les rations de nourriture des 5 jours précédents n'avaient pas été touchées. Il y avait des morceaux de chair, de cuisse et du torse du sujet mort enfoncés dans le drain au centre de la chambre, le bouchant et permettant une dizaine de centimètres d'eau de s'accumuler au sol. La portion de cette eau qui était composée de sang n'avait pas été déterminée. Les 4 sujets survivants, grande portion de muscles arrachés de leur corps, la destruction de la chair et les os à l'air libre sur leurs doigts indiquaient que les blessures avaient été infligées à la main et non avec les dents, comme les chercheurs l'avaient pensé au début. Des observations plus précises de la position de l'angle des blessures ont montré que la plupart des blessures, si ce n'était pas toutes, avaient été infligées par eux-mêmes. Les organes abdominaux sous la cage thoracique des 4 sujets avaient été retirés, alors que le cœur, les poumons et le diaphragme restaient en place. La peau et la plupart des muscles attachés aux côtes avaient été arrachés, permettant de distinguer les poumons à travers les côtes. Tous les vaisseaux sanguins et les organes étaient intacts. Ils avaient simplement retirés et posés par terre, répartis autour des corps inviscérés, mais toujours vivants. Les sujets, l'appareil digestif, pouvaient être observés en fonctionnement, digérant la nourriture. Il était très clair qu'ils digéraient leur propre chair, qu'ils avaient arrachée et dévorée les jours précédents. La plupart des soldats étaient des Russes d'un commando spécial affecté à l'installation, mais la plupart ont refusé de retourner dans la chambre pour en sortir les sujets tests. Ces derniers continuaient de crier pour qu'on les laisse dans la chambre et suppliaient de remettre le gaz pour qu'ils ne s'endorment pas. À la surprise de tout le monde, les sujets ont livré un combat violent lorsqu'on les a fait sortir. Un des soldats russes s'est fait déchirer la gorge et en est mort. Un autre est sorti gravement blessé après s'être fait arracher les testicules et perforer une artère d'une de ses jambes par l'un des sujets. 5 autres soldats ont perdu la vie, si l'on compte ceux qui se sont suicidés les semaines suivant l'incident. Pendant le combat, la rate d'un des sujets vivants s'est rompue. Il s'est vidé de son sang presque immédiatement. Les chercheurs médicaux ont tenté de l'endormir, mais cela s'avérait inutile. On lui a injecté plus de 10 doses maximales qu'un humain dérivé de la morphine. Il continuait de se battre comme un animal enragé, brisant les côtes et le bras d'un docteur. On a pu constater que le cœur a continué de battre 2 minutes après que l'hémorragie l'ait amené au point où son système vasculaire s'était rempli davantage d'air que de sang. Même si après qu'il se soit arrêté, il a continué de crier pendant 3 minutes, s'efforçant d'attacher quiconque venait à sa portée et répétant continuellement le mot « plus ». De plus en plus faiblement jusqu'à ce qu'il soit réduit au silence. Les 3 sujets survivants ont été immobilisés et transportés dans une installation médicale, les deux ayant leur corde vocale encore intacte, continuant de supplier le retour du gaz pour rester éveillé. Celui des 3 ayant le plus de blessures a été emmené dans le seul bloc opératoire de l'installation disposé. Durant la procédure devant préparer pour le replacement de ses organes internes, il fut révélé immunisé aux sédatifs qu'on lui administre, dans le but de mettre condition l'intervention chirurgicale. Il se débattait furieusement contre ce lien, et lorsque le gaz anesthésiant a été apporté pour le mettre
hors de combat. Il a réussi à déchirer la quasi-totalité d'un bandeau noir cuir épais de 10 cm attaché à un de ses poignets. Même avec le poids d'un soldat de 80 kg, il essaya de maintenir ce poignet immobile. Une quantité supérieure à la normale a été nécessaire pour l'endormir, et à la seconde où ses paupières se sont fermées, son cœur s'est arrêté. Pendant l'autopsie du sujet test, qui est mort sur la table d'opération, il a été révélé que son sang contenait à la fois la concentration normale d'oxygène et les muscles qui étaient attachés à son squelette étaient affreusement déchiquetés et brisés. 9 os dans sa lutte pour ne pas être maîtrisés. La plupart à cause de la force et de leurs propres muscles qui savaient exercer sur eux-mêmes. Le second survivant avait été le premier et du groupe a commencé à crier. Ses cordes vocales avaient été détruites. Il était incapable de supplier ou de protester contre l'opération. Et il n'a réagi qu'en secouant violemment sa tête pour montrer sa désapprobation. Lorsque le gaz anesthésiant a été apporté près de lui, il secoua la tête pour montrer sa désapprobation. Intervenu pour lui, il a secoué la tête pour faire oui lorsque quelqu'un a suggéré à contre-cœur d'essayer l'opération sans anesthésie et n'a pas réagi pendant les 6 heures qui ont nécessité le remplacement de ses organes abdominaux et la tentative de recouvrir avec ce qu'il restait de peau. Le chirurgien présidant l'intervention n'arrêtait pas de répéter qu'il devrait être médicalement impossible pour le sujet d'être encore en vie. Une infirmière terrifiée qui assistait à l'opération a affirmé qu'elle a vu la bouche du patient former un sourire plusieurs fois à chaque fois que ses yeux croisaient le sien. Lorsque la chirurgie prit fin, le sujet a regardé le chirurgien et a commencé à siffler fortement en essayant de parler et se débattant en supposant qu'il devrait être important. Le chirurgien a commencé à ce qu'on lui apporte un crayon et un calepin. Le patient écrit son message. Continuez à couper. Les 2 autres chiens ont subi la même intervention, tous les 2 sans anesthésie. Cependant, il a été nécessaire de leur injecter un paralysant pendant la durée de l'opération. Le chirurgien n'arrivait pas à effectuer la chirurgie pendant que les 2 patients riaient continuellement. Une fois paralysé, le sujet pouvait seulement suivre les médecins des yeux. Le paralysant est éliminé de leur système après une période anormalement courte. Et ils ont rapidement essayé de s'échapper. Au bout d'un moment, ils ont pu commencer à parler et ils ont recommencé à demander du gaz stimulant. Les chercheurs ont essayé de leur demander pourquoi ils étaient infligés ces blessures, pourquoi ils avaient arraché leurs propres entrailles et pourquoi ils voulaient à nouveau le gaz. La seule réponse qui était « Je dois rester éveillé. » Les liens des 3 sujets ont été renforcés. Ils ont été replacés dans la chambre en attendant de savoir ce qu'ils en allaient faire. Les chercheurs faisaient face à la colère des bienfaiteurs militaires à cause de leur incapacité à atteindre le but qui leur avait fixé. Les anesthésiés. L'officier commandant, un ancien agent du KGB, a au contraire vu un potentiel en eux et a voulu voir ce qui se passerait si on replongeait du gaz. Les chercheurs se sont formellement opposés, mais leurs objections ont été ignorées. Afin de les préparer de nouveau scellés dans la chambre, les sujets ont commencé à un moniteur électrographique et leurs liens ont été renforcés pour un confinement à long terme. À la surprise générale, ils ont tous les 3 arrêté de se débattre au moment où quelqu'un a laissé échapper qu'on allait les remettre dans le gaz. Il était évidemment qu'à ce moment qu'il avait énormément du mal à rester éveillé, qu'il pouvait parler fredonnait d'une voix sans arrêter. Le sujet muet appuyait ses jambes de toutes ses forces, d'abord la droite, puis la gauche, puis de nouveau la droite, et enfin quelque chose sur quoi à se concentrer. Le dernier sujet gardait la tête au-dessus de son oreiller et clignait des yeux rapidement, ayant été le premier à avoir été relié à l'électroencéphalogramme. La plupart des chercheurs observaient ces ondes cérébrales avec surprise. Elle était normale la plupart du temps, mais affichait parfois inexplicablement une simple ligne. C'était comme si
il subissait plusieurs morts cérébrales avant que tout ne redevienne normal, comme s'il concernait sur le papier qui sortait du moniteur. Seule une infirmière a vu ses paupières se fermer au moment où sa tête est retombée sur son oreiller. Ses ondes cérébrales se sont vues immédiatement muer en celles du profond sommeil, puis la ligne droite est apparue pour la dernière fois, alors que son cœur s'arrêtait. Le seul sujet restant en état de parler s'est mis à crier pour être scellé immédiatement. Ses ondes cérébrales montaient les mêmes lignes droites que celui qui était mort précédemment. Le commandant a donné l'ordre de sceller la chambre avec les 2 sujets à l'intérieur, ainsi que les 3 chercheurs. Un des 3 qui ont été nommés a immédiatement sorti un revolver et a tiré la balle entre les 2 yeux du commandant, puis a retourné son arme contre le ciel muet, lui faisant également sauter la cervelle. Il a pris son arme vers le sujet restant, toujours attaché au lit, tandis que les membres restants de l'équipe médicale et de recherche fuyaient la pièce. Je ne me laisserai pas enfermer là-dedans avec ces choses. Pas avec vous, a-t-il crié à l'homme attaché à la table. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes? Je dois savoir. Le sujet a subitement souri. Est-ce que vous nous avez oubliés si facilement? Nous sommes vous, nous sommes la folie qui est cachée dans chacun d'entre vous, suppliant d'être libéré à tout moment dans votre esprit animal. Nous sommes ce dont vous cachez tous les nuits dans vos lits. Nous sommes ce que vous réduisez en silence à la paralysie lorsque vous rejoignez le paradis nocturne que nous pouvons fouler. Le chercheur a marqué un petit arrêt, puis il a visé le cœur du sujet et a fait feu. L'électrogramme a commencé à être affiché en ligne droite, tandis que le sujet s'étranglait, laissant faiblement échapper quelques mots.